Donc voilà, merci à vous d'être là donc pour notre 9e webconférence que nous organisons donc en lien avec toujours avec le World Trade Center et le European Enterprise Network. Tous ces, même s'ils sont des noms américains, ils sont tous les deux basés ici à Rennes. Et nous remercions bien évidemment Monsieur Bernard Poignant d'avoir bien voulu jouer le jeu avec nous sur la thématique qu'il a lui-même appelée Parlement européen et Breslab, une même expérience et des défis communs. Donc, nous allons rentrer directement dans la conférence, mais préalablement, je crois que c'est Jeanne-Françoise Hutin, notre présidente actuelle, qui va dire un petit mot sur qui vous êtes, s'il y en a qui ne vous connaissent pas encore. Ça, Jeanne-Françoise, c'est à vous. je ne suis pas sûre qu'on ne connaisse pas Bernard Poignant. Bon, il me revient là, chers amis qui nous écoutez, il me revient la très agréable mission de présenter notre ami Bernard Poignant qui a accepté d'intervenir dans le cadre que Michel vient de vous décrire. Et de ceci pour nous aider à, nous tous, citoyens européens, à suivre l'actualité et à mieux comprendre ce qui se passe. Merci, chers amis, d'avoir accepté ce challenge des webconférences auxquelles nous commençons à nous habituer de plus en plus. Je me suis permise, cher Bernard Poignant, de vous présenter comme notre ami, alors que vous êtes beaucoup plus pour tous les gens qui vous écoutent. Mais pour moi, c'était essentiel, car c'est un signe fort. C'est un signe fort pour tous ceux qui se sentent responsables de l'avenir ou qui veulent faire grandir l'avenir. Et là où ils sont. En effet, avec un ami, on peut toujours penser l'avenir et on est sûr de trouver des solutions. C'est le rêve des Européens, que tous les peuples européens réussissent à se considérer comme des amis, c'est-à-dire pour réussir en réussissant à faire confiance à l'autre. Des amis pour continuer de dessiner ce beau chemin qui est emprunté depuis 70 ans. Et qui mieux que vous, Bernard Poignant, peut aujourd'hui nous montrer ce chemin sur lequel vous êtes engagé déjà depuis longtemps, aussi bien depuis vos études, peut-être avant, mais je ne sais pas, mais depuis vos études d'historien qui vous ont fait découvrir la beauté, l'importance du temps et combien on a besoin de temps pour construire des choses solides. Ça vous a fait aussi rencontrer des amis auxquels vous êtes resté toujours fidèle. Je pense à Jean Delumeau, qui est un grand ami pour moi, et puis surtout à notre ministre des Affaires étrangères, à Jean-Yves Le Drian, qui était également agrégatif, je crois, de votre temps, mais des amitiés fidèles qui ont forgé votre parcours. Et il y a vos études, oui, c'est ce période des études, mais il y a aussi tous ces engagements politiques au cœur du Parti socialiste. Et comme je crois que vous avez été député de la première circonscription du Finistère, que vous avez été aussi député européen, mais aussi vous avez été maire de Quimper, dans cette ville que vous aimez tant. Vous avez été maire pendant très longtemps, je crois, de 89 à 14, avec une petite interruption, je crois, mais cette ville que vous aimez, que vous aimez autant. Vous avez été aussi proche de plusieurs candidats ou présidents de la République. Vous avez été le conseiller intime de François Hollande et vous l'avez beaucoup aidé lorsqu'il était président de la République. Et puis, en quête d'authenticité, vous avez soutenu Emmanuel Macron. Mais aussi, je crois que ce qui est important pour nous, c'est toutes ces réflexions, les interventions que vous n'hésitez pas à partager en présentiel, comme on le dit aujourd'hui, ou par écrit, dans de nombreux domaines. Excusez-moi, je rappelle un souvenir personnel, mais vous étiez même venu à l'école Montessori de Rennes pour parler aux enseignants qu'il était important de parler de l'Europe aux enfants parce que ceux-ci n'y connaissaient rien du tout. Une petite école. Vous êtes aussi venu, lorsqu'on avait organisé à la Maison de l'Europe des journées, une journée pour parler de l'identité nationale et européenne. Et grâce à vous, cette journée est sortie du national pour devenir européenne. Vous avez été un acteur très important de cette journée. Vous avez aussi écrit bien d'autres. Je vous rappelle ces deux souvenirs personnels, mais je sais que vous intervenez dans à beaucoup d'autres occasions, je vous ai entendu. Mais vous avez aussi écrit un livre qui m'avait beaucoup frappé à l'époque, c'est Ma part d'Europe. Et ce livre, je vous recommande, chers amis, de vous le procurer, il doit encore exister. Et c'est un livre très intéressant, très clair. Mais aussi, vous avez aussi, et ça, beaucoup le reconnaissent, vous avez toujours été un conseiller fidèle, un conseiller pour les partis politiques, un conseiller de différents groupes. Et aujourd'hui, et
Et ça n'est pas fini puisque vous venez de vous engager avec Jean-Yves Le Drian dans la création du Braille Lab Europe dont vous allez nous parler. Donc, c'est très important tout ce travail de réflexion, de conseil et d'engagement que vous avez eu toute votre vie. Et pour moi, c'est vraiment un sujet d'admiration envers vous, cher ami. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez été en poste à différents niveaux, dans votre ville, dans le département, à la région, au niveau européen, au niveau de l'organisation, au niveau de l'État. Et c'est fort de toute cette connaissance que vous cherchez encore dans votre service de l'avenir. Parce que vous avez les pieds dans la réalité de la vie de tous les jours. Et c'est ça qui est admirable. Merci beaucoup. Et c'est cela dont nous avons besoin en ces temps où tout se fait incertain, où on ne sait pas très bien où on va, on a peur de tout. Je pense et j'espère, et je suis sûre que vous allez nous ouvrir des chemins d'espérance en faisant appel à ce qui en nous est porteur d'avenir. Cette conviction profonde que c'est en respectant la vérité que l'on connaît, on ne connaît pas toute la vérité, que l'on trouve les bonnes solutions. Clarté, courage, créativité, n'étaient-ils pas les mots que vous aviez placés en tête d'un manifeste en 2008, me semble-t-il. Merci. Donc maintenant, on a hâte de vous entendre nous parler du monde Alors, d'aujourd'hui et de votre espérance. on a hâte de vous entendre. Je vais simplement dire une petite chose technique pour ceux qui souhaitent poser des questions. Vous avez à votre droite ce qu'on appelle le chat ou la conversation et vous pouvez inscrire les questions en direct et à ce moment-là, je les reprendrai et je les renoterai pour Monsieur Poignant, ceci indépendamment des questions que nous avons déjà pu recevoir par l'intermédiaire de notre site internet. Voilà. Monsieur Poignant, c'est à vous pour le temps que vous voulez. Merci de votre invitation. Merci à vous de m'avoir aidé à rentrer dans la technique. Et merci à Jeanne-Françoise d'avoir fait un portrait trop élogieux quand même de ce que je suis. Et je ne peux pas m'empêcher de, quand on parle de l'Europe, de dire un petit mot de son histoire. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce long parcours d'unir l'Europe sans la remettre dans un champ d'histoire. Alors, je vais quand même pas remonter à très loin, mais si je le faisais, vous savez que la première tentative d'unir l'Europe, c'est le roi de Bohême au XIVe siècle. C'est pas d'aujourd'hui unir l'Europe. Rappelons-nous plutôt par la lecture, parce que nous n'avons pas vécu ça, que Victor Hugo a parlé des États-Unis d'Europe en 1849 au Congrès de la Paix. Et pourquoi le fait-il? Parce qu'il a en mémoire, cet écrivain politique, les guerres napoléoniennes. Et donc, son idée d'États-Unis d'Europe part d'abord de ça, pour qu'on ne retrouve plus la guerre. Il sera peu entendu, hein, l'histoire le dira. Vous avez aussi Aristide Briand, en 1929, qui propose une fédération européenne. Elle n'aura pas lieu, mais c'est à la suite de la guerre 14-18. Et il aura fallu 1945 pour que le chemin d'unir l'Europe prenne corps. J'ai toujours pensé qu'une des raisons de la réussite de cette union, parce que c'est une réussite hein, depuis 70 ans, c'est que c'est une guerre qui s'est terminée sans traité. Il n'y a pas eu de traité. Il y a eu un traité après la guerre de 1870. Elle a habitué à quoi? À ce que la France prenne sa revanche et récupère l'Alsace-Lorraine. Et l'idée de la revanche a habité la France pendant cette longue période de 1870 à 1914. Après la guerre de 14, il y a eu un autre traité, le traité de Versailles, que les Allemands ont vécu comme une humiliation et qu'ils voulaient réparer. Et après 1945, il n'y a pas de traité. L'Europe entière est épuisée. Il y a des vainqueurs, il y a des vaincus, mais l'Europe, elle est exsangue. Les destructions sont nombreuses et c'est là que le chemin d'unir l'Europe prend corps. Il commence d'ailleurs par faire ce fameux traité du charbon et de l'acier pour empêcher l'usage nationaliste de ces outils de la guerre. Ça marche, ça a marché, il n'y a plus aujourd'hui bien sûr, mais ce traité a marché. Puis il y a eu la tentative en 1954 de faire
une communauté européenne de défense. Elle a raté par la France, qui ne voulait pas que l'Allemagne se réarme. Alors ils ont pris un autre chemin. 1957, le traité de Rome et le marché commun. C'est comme ça que démarre l'Union européenne, d'abord communauté, désormais Union. Et pendant de longues années, elle s'est élargie sur la base du traité de Rome, avec l'acte unique qui le concluait. Elle s'est élargie vers le nord, avec les Anglais qui sont partis, avec les Danois, avec les Irlandais. Les Norvégiens ont dit non. Elle s'est élargie vers le sud, avec les Grecs, avec les Espagnols, avec les Portugais. Puis elle s'est élargie vers l'est. D'abord en réunifiant l'Allemagne. Et là, c'est un bouleversement du monde. Mais elle a réussi à le dépasser, puisque la réunification de l'Allemagne a fait peur a fait peur aux Anglais, a peu inquiété les Français. Mais elle s'est faite avec un coup d'accélérateur de l'Union qu'on a appelé l'euro. Et avec le respect des frontières, notamment Pologne, Allemagne. Et c'est un coup d'accélérateur. On en a connu un autre qui a échoué quand l'Europe s'est terriblement agrandie, terriblement élargie. Il a fallu lui donner de nouvelles institutions. Ça a été l'échec de la Constitution européenne de 2005, mais traduit quand même dans un traité 4 ans après. Donc, vous voyez, à chaque fois, vous avez des crises, des événements qui viennent secouer l'Europe par son élargissement, par son fonctionnement, par des événements dont elle n'a pas la première responsabilité, mais à chaque fois, elle tient. À chaque fois, elle tient. Et c'est un peu un miracle, l'Europe, de garder cette unité. Là, en ce moment, alors depuis, dans les temps plus récents, 2008-2009, elle aura traversé la crise financière de façon un peu plus hésitante que celle que nous connaissons, j'y reviendrai un petit peu, mais elle a par exemple réussi à éviter le Grexit, c'est-à-dire la sortie de la Grèce de la zone euro qui aurait fait éclater peut-être potentiellement cette zone et donc notre monnaie. Elle a réussi à franchir cette étape. Même chose pour le Brexit. Les Anglais s'en vont en 2016. L'Europe a tenu. Elle a tenu, elle a gardé une unité jusqu'au bout. Et c'est dommage qu'ils soient partis, mais maintenant c'est ainsi. Et les 27 sont restés unis. Et là, en ce moment, nous vivons une crise terrible, à base sanitaire, mais à conséquences économiques et sociales. Et de la même façon, elle a accéléré, elle a donné un coup d'accélérateur à son union, je le résume, par une dette commune. C'est-à-dire qu'on emprunte solidairement et on aide les États, soit par subvention, soit par prêt à rembourser. Donc je crois que j'ai toujours situé mon engagement européen dans l'histoire de l'Union qui dépasse la vie de chacun d'entre nous et qui continuera, je l'espère en tout cas, et donc il faut la remettre dans ce vieux parcours, si je puis dire, et en tout cas c'est ainsi que me suis toujours engagé. Et lorsque j'étais au Parlement européen, j'avais souvent à intervenir quand un nouveau pays présidait l'Union, 3 fois d'ailleurs dans le semestre, pour accueillir 2 au milieu, 3 à la fin pour les conclusions. À chaque fois, je faisais appel à l'histoire de leur pays. Parce que ça, c'est très important de le resituer. Alors aujourd'hui, donc, si je fais mon compte d'ailleurs, de 1950 à 2020, l'Europe a tenu. Il y a eu des tentatives, finalement, les Américains n'ont pas trop aimé. C'est notre monnaie et parfois notre solidarité, notre unité. Le dernier président américain n'a pas été tendre à l'égard de l'Union européenne. Mais c'est une très vieille affaire et j'espère qu'aujourd'hui, le chemin redeviendra plus apaisé. Alors aujourd'hui, elle a d'autres défis. Je vais les énumérer. Elle a d'autres défis et de la même façon, il faut qu'elle traverse ces défis dans l'unité. Il n'y aurait rien de pire que l'éclatement de l'Union européenne, bien sûr. Ces défis, je les énumère. C'est le défi climatique dont on parle beaucoup, mais elle vient de présenter son plan qui a été accepté par les 27 pays, toujours avec un peu de grogne évidemment, puisque c'est pas parce que
on est européen, qu'on n'est pas non plus attaché à la défense des intérêts nationaux. Et il faut que l'intérêt national rentre en complémentarité avec l'intérêt européen et son unité. C'est pas toujours facile, même entre les Allemands et les Français. C'est jamais un champ de roses, hein. Mais l'Europe tient quand même, et ce couple-là reste vivant. Et avec des couples d'ailleurs toujours un peu étonnants, hein, de Gaulle à Adenauer jusqu'à Giscard Schmitt, Mitterrand Kohl, etc. Schröder Chirac, Hollande Merkel, Macron Merkel. Enfin, c'est assez bizarre. C'est pas bizarre, hein, c'est plutôt chaleureux de voir ce couple qui finalement, d'opinions différentes souvent, mais qui réussit toujours à s'entendre. Donc le défi climatique, elle a à le traiter. Le défi numérique aussi. Et notamment, c'est un combat que mène Bruno Le Maire avec beaucoup de ténacité, je trouve, pour arriver à une taxation uniforme, donc européenne, de ces grands groupes qui, par leur chiffre d'affaires, finissent par dépasser celui des États. Elle a aussi devant elle le défi migratoire. On en parle moins dans la période, mais on a connu un pic migratoire en 2015, hein, avec des positions très diverses. Elle aura toujours ce défi à relever, et notamment d'harmoniser son droit d'asile. Elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas parce que vous touchez là au cœur de la souveraineté nationale. Un État, c'est pas d'aujourd'hui, un État est libre d'accueillir ou de ne pas accueillir sur son sol. Il a cette liberté qui est une souveraineté. Et donc, harmoniser le droit d'asile, réformer ce qu'on appelle le traité de Dublin, évidemment, c'est un défi important, mais il faut qu'elle réussisse. Elle aura toujours devant elle le défi terroriste. Et le défi terroriste, c'est un défi de coopération entre les États. Ça n'a rien à voir avec une monnaie unique, si je puis dire. Mais parce que le terrorisme frappe à tout instant, et comme le virus, d'une certaine façon, il ne dit pas quand il frappe. Et il peut frapper très, très violemment et très durement. Et donc, la coopération européenne, au-delà même, bien sûr, mais la coopération européenne est centrale pour lutter contre ce fléau. Elle aura aussi, dans les temps qui viennent, alors ça c'est plus compliqué, ce que j'appelle le défi militaire de sa défense. Parce que ce n'est pas parce que Joe Biden est élu qu'il va vouloir, comment dire, assurer le parapluie américain comme on l'a connu il y a des dizaines d'années. Donc l'Europe va avoir là, elle fait des petits pas pour assurer sa sécurité, mais c'est difficile parce que là aussi vous touchez au, au cœur de la souveraineté d'un pays. Quand on envoie des soldats sur un champ de bataille, seul l'État peut envoyer ses soldats. Ça ne peut pas être une autorité extérieure à un État qui décide d'envoyer ses soldats en mission parce que c'est la mort et la vie. C'est la mort ou la vie. C'est ça l'enjeu. Et donc, c'est très difficile. Donc, on peut faire des coordinations, on peut faire des commandes ordonnées de matériel militaire, etc. Mais le pouvoir de décider d'envoyer des soldats sur un terrain, un champ de bataille, un terrain quelconque, un terrain d'opération, ça c'est difficile parce que vous êtes au cœur de la souveraineté d'un État. Si je résume, ça ne peut pas être un général européen venu de Pologne qui va décider d'envoyer des soldats ici ou là. Donc c'est quelque chose de très lourd, mais en même temps un défi auquel l'Europe doit faire face. Elle a aussi un défi que j'appelle géostratégique parce que vous voyez bien que le monde, il a trois grands pôles, Chine, États-Unis, Europe, et il faut que l'Europe trouve sa place dans ce défi. Parce que on voit bien que le 21e siècle devrait connaître une tension entre la Chine et les États-Unis d'Amérique, et l'Europe ne peut pas être absente de cela, et elle doit affirmer ses intérêts, bien sûr, et en même temps son alliance avec les États-Unis qui lui est historique. Elle aura aussi d'autres défis dont on parle
pas en ce moment, mais qui reviendront. Est-ce qu'elle fait un nouvel élargissement? Alors personnellement, je pense qu'il faut mettre un terme à la négociation avec la Turquie. Je pense qu'ils ne rentreront jamais. D'ailleurs, je pense qu'ils ne le veulent pas en plus. Et il faut arrêter ce jeu. Il restera les Balkans. Tu sais, il y a une demande pressante des pays du Balkans. Il y en a deux, hein, la Slovénie et la Croatie. Une demande pressante. Hein. Emmanuel Macron a lui-même bloqué sur la Macédoine, je crois, et l'Albanie. Mais ces pays-là rentreront un jour ou l'autre. Et d'ailleurs, si on leur bouchait la vue de rentrer dans l'Europe, la guerre pourrait reprendre entre eux. Donc le côté apaisé aujourd'hui de cette zone de l'Europe est aussi lié à leur perspective d'entrer dans l'Union européenne. Mais pour moi, on s'arrête là. On s'arrête là, on prend ni l'Ukraine, ni la Géorgie, ni etc. Parce que c'est un chiffre en rouge sur les Russes. Donc, mais c'est un défi, il reviendra en Europe. Alors il y en a d'autres, bien sûr, je pense à la question fiscale ou à la question sociale. La question fiscale, c'est une vieille question parce qu'il s'assurait qu'à l'unanimité. Et si vous faites sauter le verrou de l'unanimité, c'est plus facile, mais la France doit accepter d'être minoritaire à certaines occasions. Et la difficulté de faire sauter l'unanimité, c'est d'accepter d'être minoritaire. C'est ça, il faut accepter d'être minoritaire. Et donc, c'est pas facile pour chaque pays. Quant à l'harmonisation sociale, je vois d'ailleurs que la présidence portugaise, là, qui est celle de ce semestre, a mis en avant la question sociale. Là, c'est pareil, c'est un défi. Chacun a des régimes sociaux très différents, hein, dans l'Union européenne. Je ne suis pas sûr que les Français veuillent la même retraite ou la même couverture maladie que les Bulgares. Je ne suis pas sûr. Donc, c'est un champ difficile. Le président Macron a fait des pas, hein, sur la directive des travailleurs détachés, il a fait des pas, mais sans toucher aux cotisations sociales, qui restent liées au pays d'origine. Donc, je vous énumère ces défis. Et si je les énumère, c'est parce qu'à chaque fois, ils vont générer probablement des désaccords, des tensions. Mais ce qui compte, c'est que jamais ça ne doit générer un éclatement. C'est précieux, c'est l'essentiel. On peut prendre du temps, moi ça ne me choque pas quand on prenne du temps, etc., dès lors que l'horizon de l'unité est conservé. Alors, pour en venir au Breslab, justement, avec Jean-Yves Le Drian, je préside et vous allez comprendre pourquoi je fais la transition. Pourquoi j'ai accepté avec Marie-Pierre Védrenne d'animer le groupe Europe, c'est parce que tout ce que je viens de dire là, les peuples vont suivre, hein, l'information, ça va concerner beaucoup les dirigeants, mais parce que je trouve que le plus grand danger pour l'Europe, c'est que les peuples eux-mêmes s'en éloignent. C'est que l'Europe vit le désamour finalement de ces peuples. C'est ça qu'il faut entretenir. Et dans le groupe que l'on anime, on a choisi un fil directeur justement, qui ne consiste pas à reprendre les politiques de l'Europe, agricole, de la pêche, la monnaie, etc., la recherche, l'enseignement supérieur. Non, non, ça c'est le travail des États, des organisations professionnelles, syndicales, patronales, etc., etc. C'est tout ce qui fait le fonctionnement de l'Europe, de son Parlement, de sa Commission, etc. Nous avons choisi de mettre l'accent de mettre en valeur des domaines où l'on peut entretenir la flamme européenne. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, l'Union européenne a une charte des droits fondamentaux, qui est un peu pour l'Europe ce qu'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour la France ou la Déclaration universelle de l'ONU pour le monde. Mais la charte des droits fondamentaux, personne n'en parle. Or, elle contient les valeurs et les principes de l'Union européenne. Elle contient ce qui est le plus précieux dans l'Europe. La dignité des personnes, l'égalité des hommes et des femmes, l'état de droit, etc., etc. Donc, c'est le cœur même de ce qu'est pas seulement une culture, mais notre civilisation. Donc, on a mis l'accent là-dessus. De même sur les symboles, en souhaitant que
les Français, hein, alors ce n'est pas à nous à le faire, mais les Français étudient aussi les symboles des autres. Tous les autres pays ont une devise, ils ont une fête nationale, ils ont un drapeau, etc. Et il n'y a pas d'innocence dans tout ça. Chez nous, c'est pareil. Notre drapeau bleu, blanc, rouge, la Marseillaise, le 14 juillet, il n'y a pas d'innocence dans ce choix-là. Mais il faut connaître les autres. Et parce qu'il m'est arrivé, quand j'étais parlementaire européen, j'ai fait des quantités de réunions, notamment dans des lycées, les collèges et tout ça. Et souvent, on me demandait, mais c'est quoi être européen? Alors, bien sûr, c'est une bonne question. Mais alors, j'avais beau dire, c'est la paix, ce que je crois toujours, parce qu'il faut faire attention à dire c'est fini. Non, j'ai pour la paix, la liberté, hein, depuis que les dictatures avaient sombré, etc. Mais je constatais que ça leur était pas indifférent, mais ça leur paraissait naturel. De toute façon, l'Europe est un continent de paix, est un continent de liberté, donc à quoi bon, quoi? Et une de mes réponses consistait à dire, mais être européen, c'est penser l'autre que soi-même. C'est penser l'autre que soi-même, c'est connaître l'autre que soi-même. C'est la définition un peu de l'humanisme d'une certaine façon. Et je pense que c'est comme ça qu'on a, dans le groupe avec Marie-Pierre Védrenne et puis ceux qui y participaient, qu'on a abordé cette question. C'est la même chose pour les jumelages, pour l'histoire, etc. etc. Même la semaine du mois de mai, on a évoqué ça, je ne sais pas comment ça peut se concrétiser, puisque vous avez dans une semaine, curieusement d'ailleurs, 3 dates qui se suivent et qui pourraient constituer une semaine. Il faut lui donner un nom, parce que vous avez le 8 mai, la capitulation nazie, donc c'est quand même une journée de paix, mais aussi où on retrouve la dignité humaine. Vous avez la journée du 9 mai, qui est celle de la journée de l'Europe, qui est la journée de l'Union. Et vous avez le lendemain, le 10 mai, en tout cas pour la France, la journée de l'esclavage, le rappel de l'esclavage. Donc vous avez, alors c'est pas les mêmes, hein, parce que ça peut pas être européen ça, parce que le 8 mai, il n'y a pas ça en Allemagne, hein. Il n'y a pas ça dans beaucoup de pays. Un jour, je vous donne un exemple au Parlement européen avec un Balte. Je dois rejoindre la France pour les cérémonies du 8 mai, je le lui dis, et il me dit, ben nous, c'est pas le 8 mai, la fin de la guerre. C'est pas en 45, c'est en 1991 quand les soviétiques sont partis. Il mettait la guerre, il l'étalait, si je puis dire, sur une très longue durée. Et donc la perception n'est pas la même. Et donc notre idée est ça, de connaître, de mieux rentrer dans l'histoire, dans les symboles et des autres. C'est ça, c'est l'axe que l'on a pris et que l'on a pris pour les Bretons, hein, évidemment. Alors je termine par un mot sur le Parlement européen. Je mélange un peu votre sujet, où j'ai été pendant 10 ans, 99 à 2009, où j'ai rencontré les représentants, pas les peuples directement, les représentants des peuples, et jusqu'à 2009, donc je n'ai pas connu les Slovènes et les Croates. Autrement, tous, les 25 finalement, jusqu'à 2007. Après, les Slovènes et les Croates sont rentrés, ce qui faisait 27. Peut-être que j'en oublie un. Voilà, donc j'ai rencontré les représentants des peuples, mais quand vous êtes français, vous prenez, comment dire, un bain d'humilité, un bain de modestie, parce que vous vous rendez compte que tout le monde n'est pas comme nous, quoi, vous voyez. C'est simple à dire, mais c'est comme ça. Et en même temps, c'est émouvant. Moi, par exemple, quand je suis rentré dans l'hémicycle à Strasbourg pour la première fois, en 99, j'ai trouvé émouvant, dans cet hémicycle bleu, de voir tous ces représentants avec qui on a fait beaucoup de guerres. On s'est beaucoup fait la guerre entre nous, hein, à peu près tout le monde, hein, pas loin en tout cas de tout le monde. Et donc, dans les discussions, on découvre vite que la France est respectée, elle est aimée, il n'y a aucun problème, mais son modèle n'est pas forcément, et son histoire n'est pas la même. Donc il faut, je vous cite un exemple
on en parle beaucoup, la laïcité à la française, la séparation des églises et l'État, c'est assez inconnu dans beaucoup de pays. Et en même temps, ils sont très sécularisés et très libres. Quand vous, quand vous êtes dans le groupe, pour la première année, donc c'était fin 99, vous êtes dans le groupe socialiste, et vous voyez, vous avez une réunion, et vous voyez ce mois de décembre, et vous voyez tout d'un coup les lumières qui s'éteignent, et la délégation social-démocrate suédoise qui rentre en robe blanche avec des cierges et qui chante des cantiques. C'est pas habituel dans les groupes socialistes à l'Assemblée nationale, vous voyez, c'est pas évident. Et donc vous découvrez des cultures, des histoires différentes, et je dois dire que c'est, pour ceux qui le vivent, très enrichissant et très important pour nos compatriotes. C'est pour ça d'ailleurs que le fonctionnement de l'Union, il nous apparaît compliqué. Il est compliqué, ça. Parce que pour les Français, il y a un président du Conseil européen, mais en même temps, il y a des présidences semestrielles de l'Union, puis il y a un haut représentant aux affaires étrangères, puis il y a la banque, et puis il y a la commission. Enfin, il faut reconnaître que c'est plus ça ressemble pas à la Ve République. Vous voyez, ça ressemble pas vraiment à la Ve République. Mais en même temps, il y a un sens à ça, parce que l'Europe ne peut pas être dans les mains d'un seul pays ou d'un seul parti. C'est pas possible, ça. Et donc, tout le système alors après, il y a des influences, il y a des grands pays et des petits pays. Il m'est arrivé d'ailleurs de dire dans le groupe socialiste et social-démocrate que il y avait beaucoup de petits pays. Alors, ils écoutaient, pour eux, la France, c'est un grand pays comme l'Allemagne, etc. Et il m'est arrivé un jour de dire, en Europe, il y a des grands et des petits pays, mais il n'y a pas de grands et de petits peuples. Et j'ai remarqué que ça résonne, ça. Ça résonne chez un Estonien, un Lituanien, un Maltais, un Chypriote, etc., qui sont quand même des petits pays. Hein, aujourd'hui, sans doute, un Slovène, un Croate, etc. Et donc, la France, j'ai découvert ça petit à petit. J'ai dû arriver arrogant, je suis sorti humble, vous voyez, d'une certaine façon. Il faut comprendre ça, que le système institutionnel est compliqué parce que ce n'est pas une majorité, une opposition. Tout est compromis dans le Parlement. Vous êtes obligé de travailler avec les autres. Il n'y a pas un parti majoritaire. Il n'y a pas le RPR majoritaire, l'UMP majoritaire à l'Assemblée, le Parti socialiste, En Marche, etc. Non, ça n'existe pas, ça. Le fonctionnement et les institutions vous obligent à construire des majorités. Bon, généralement, les extrêmes sont mis de côté, hein, mais si vous enlevez les extrêmes, à l'intérieur de ce grand groupe-là qui comprend les démocrates, le parti, le PPE, les socialistes, les Verts, les libéraux, etc. Vous avez un grand paquet au milieu. Eux doivent trouver la voie de leur compromis et la voie de leur accord. Les institutions sont faites comme ça. Et c'est pour ça que quand vous êtes en France, c'est pas facile à expliquer. C'est pas facile même à faire comprendre. Et par exemple, quand le ministre des Affaires européennes vient voir la délégation française, il invite tout le monde. Il ne vient pas voir s'il est de droite, il ne vient pas voir que les élus de droite, s'il est de gauche, non, non, il vient voir tout le monde. Et en même temps, dans les groupes parlementaires, les commissaires sont conviés. Si le commissaire a été nommé par un gouvernement de droite en France, ben, il va être auditionné et entendu par le groupe socialiste. Vous ne voyez pas ça en France. Moi, j'ai été membre du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Ben, le défilé, c'est que les ministres de votre bord. Donc, cet esprit européen, il n'est pas facile à transposer en France, et en même temps, c'est ce qui fait sa grandeur, je trouve, et en même temps, c'est une façon de consolider son unité. Donc, ma conclusion, c'est pour dire que quand on est français, il faut être humble au Parlement européen. Il faut être modeste. Voilà. Écoutez, je m'en tiens là parce que vous m'aviez dit une petite demi-heure, ben, j'ai largement dépassé mon temps. Oh, Voilà, donc si vous voulez, on peut échanger sur ces sujets-là que j'ai indiqués ou sur d'autres quand vous tout à voulez. fait. Alors, je vais entendre, là, je vais entendre comme il faut, là, je pense. Hein.
Est-ce que vous m'entendez là? Oui, oui, j'entends bien là. Moi, ça Eh va. bien, ok, d'accord, donc ça va très bien. Oui, il vaut mieux que vous m'entendiez. Si on a quelques questions à vous poser, ça sera plus simple pour la suite. En tout cas, merci de cette présentation. Et ce qu'on a bien, enfin, ce que j'ai bien compris, et donc, je vais vous poser quelques questions, c'est que vous êtes à la fois et européen, et français, et breton. Oui, alors, Et c'est vous avez raison, je devrais peut-être pas vous couper, mais j'ai les trois. Mais il y a un ordre dans les trois. Je suis français, d'abord, républicain, etc. Je suis européen, mais je suis français par évidence, d'une certaine façon. Je n'ai pas choisi de l'être. Je suis français, comme vous sans doute, hein, vous êtes français, je suis né comme ça. Et je suis européen par volonté, voilà, par choix, par engagement. Et je suis breton parce que c'est ma spécificité en France. voilà. Je suis un Français de Bretagne, comme je ne suis pas un Français d'Alsace ou de Savoie. Et je tiens aussi à ma spécificité. Quand on me demande t'es breton ou pas, oui, je dis je suis breton. Je peux pas vivre ailleurs. Voilà, c'est tout. Ma réponse c'est ça. Moi, je peux pas vivre ailleurs qu'ici. Voilà, c'est comme ça. Quand je vais dans un autre pays, j'adore, mais je suis ici. Donc, je suis français de Bretagne européen. Voilà, je mets un ordre parce que vous pouvez mettre un ordre différent. Hein. Il y en a qui vont dire je suis de breton d'abord. Non, moi, je suis français d'abord, de Bretagne et européen. Voilà. Vous Il n'y avez avait mon... pas de, il y avait pas de logique, il y avait pas de logique particulière. Non, non. Je vous demanderai quand même quelque chose. Est-ce que vous acceptez que celui qui vous interroge, l'interview, soit un immigré en Bretagne? Parce que je ne suis pas breton de naissance. Est-ce que Non, non. mais je m'y plais bien, mais je m'y plais bien. Et La, la, comme je dis, en fait, quand moi je dis que la Bretagne est un beau pays, on ne peut pas me traiter de chauvin. non, non, bien sûr. Mais Voilà, la Bretagne, la Bretagne, on l'a choisie. Voilà. On l'a choisie. voilà, exactement. Alors écoutez, bon, c'est quelques questions qu'on va vous poser, donc à la fois, qu'on va vous poser à la fois, bon, Europe, France et Bretagne, Le puisque vous mélange. avez bien dit du Parlement, vous avez bien dit du Parlement européen au Breslau. Donc Oui, oui. voilà, on a tout. Alors la question, et vous l'avez abordé tout à l'heure, vous avez dit, bon, l'Europe c'est compliqué, l'Europe les gens n'arrivent pas bien à comprendre, etc. Moi ma question, puisque vous avez été à la fois député européen, donc et député français, est-ce que vous ne pensez pas que l'Europe, elle est suffisamment défendue par nos représentants nationaux, régionaux et locaux? C'est-à-dire, quelque part, comme vous le faites aujourd'hui, est-ce qu'on a suffisamment de gens qui ne sont pas allés, je dirais, à Bruxelles ou au Parlement à Strasbourg ou dans d'autres institutions européennes, qui sont des représentants locaux, régionaux et nationaux, et en fait, est-ce qu'ils ont vraiment, eux, cela, un discours européen pour arriver à faire comprendre tous les jours à nos amis français qu'est-ce que c'est que l'Europe et pourquoi est-ce qu'il faut avancer? Quand vous êtes député national, comme je l'ai été, il faut reconnaître que vous êtes élu dans une circonscription. Vous êtes très branché sur votre circonscription quand même, très branché. Et l'Europe peut vous parvenir à travers les problèmes en fait de votre coin. Quand vous êtes breton, vous ne pouvez pas ne pas suivre la politique européenne pour l'agriculture et pour la pêche. C'est pas possible. Vous êtes obligé de vous, moi je l'ai fait, sans être au Parlement européen, vous êtes obligé de vous plonger dans la PAC, comme on dit, ou dans la PCP. Voilà, vous êtes obligé. Quand vous êtes député du 19e arrondissement de Paris, beaucoup moins, quoi. Ou alors, c'est que vous avez un engagement qui va vous conduire à sortir un peu du cadre de votre élection. Et si bien que, et alors, je prolonge votre question pour vous dire qu'en termes d'élus parlementaires, il y a très peu d'élus au Parlement européen français, ils sont 79. Et il y a en France 925 parlementaires. L'État en France, et comme dans tout le pays, il a ses représentants dans tous les départements. Il a ses préfets, il a ses sous-préfets, il a ses directions d'administration. L'Europe n'a pas ça. L'Europe a un commissaire par pays, ça fait 27, point final, un pour la France. Et puis, oui, non, il a même pas d'administration en France, parce que l'administration de l'Europe,
à part la Commission et le Conseil, elle est répartie en fait en France par ces agences. Et les agences, elles ne sont pas concentrées dans un seul pays. Même les villes qui incarnent l'Europe, elles ne sont pas en France. Vous avez, si, il y a Strasbourg, mais Strasbourg, c'est le Parlement. Mais je pensais en fait à la Commission, une sorte de gouvernement n'est pas en France. Beaucoup de choses se passent aussi au Luxembourg, c'est moins connu. Et la Banque centrale est à Francfort. Donc vous avez, à part Strasbourg, qui est le lieu du Parlement, mais 4 jours par mois, c'est tout, hein, pendant l'année. Donc vous avez peu de présence en fait européenne sur la France à travers ces institutions. Alors il faut que les élus ils aient une conviction en fait. Il faut qu'ils fassent un effort eux-mêmes quoi, pour parler de l'Europe quoi. Et quand je dis les 79 députés européens, il y en a un certain nombre qui ne l'aiment pas l'Europe. Hein. Je ne vais pas citer parce que c'est désagréable, mais vous allez les repérer. Donc, il y en a un certain nombre, et ils voudraient. Alors maintenant, ils n'osent plus dire hein, qu'ils veulent en sortir. Mais enfin, moi, j'ai gardé les textes hein, sur l'extrême gauche et l'extrême droite, les deux. Hein, si bien sûr qu'ils veulent sortir de l'Union européenne, si bien sûr qu'ils veulent sortir de l'euro. Mais le coup du Brexit, oh là là, ça les a un petit peu refroidis. Et donc, ou bien vous avez en vous-même une conviction. Moi, je l'ai fait quand j'étais à Quimper, hein, maire. Hein, voilà, l'Europe, j'en parlais. Mais aujourd'hui, c'est moins vrai, je pense. Alors oui, donc, la question complémentaire, il faudrait quand même qu'on arrive à développer peut-être un sens commun européen. C'est pas facile, ce sens commun, c'est pas facile. Ben non, c'est pas facile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, moi, j'ai pas de réponse à votre question. Et d'ailleurs, les grands Européens ont même du mal à répondre à votre question. Beaucoup de réflexes restent nationaux quand même. Beaucoup de réflexes restent nationaux. Alors, c'est un travail c'est pour ça que je pense que c'est un travail. Il faut pas se compliquer la vie, si je puis dire. Il faut avancer petit à petit, garder l'unité, réussir à convaincre que l'Europe est une nécessité. Hein, voilà. Au moins certains vont dire que c'est l'idéal de la vie, mais au moins une nécessité. Et là, dans la période, par exemple, je trouve que, et ça, il faudrait que le président de la République éclaircisse un peu mieux ces deux notions, parce qu'il les a couplées, la souveraineté nationale et la souveraineté européenne. C'est lui qui a dit ça, il a couplé, mais il n'a pas précisé, c'est pas suffisamment dans sa tête, je le pense, mais c'est pas simplement, c'est pas assez alimenté pour que ça pénètre beaucoup dans les esprits. Mais je crois, par exemple, qu'est-ce qui fait avancer aujourd'hui un peu l'esprit européen, si je puis dire? Vous avez tout simplement le Brexit. Le Brexit, ça a calmé les esprits hein, et qu'il valait mieux être ensemble. Hein. Et c'est aussi le schéma du monde qui se profile. Quand même, beaucoup de nos concitoyens ont bien compris que la Chine, c'est demain la puissance du monde. Moi, alors, ce n'est pas une lecture que je vous conseille, sauf si vous voulez vous endormir, mais le discours de Xi Jinping d'octobre 2017, là, au dernier congrès du Parti communiste chinois, il dit tout. Hein, il dit tout. Il ne ment pas. Il dit en 2049, c'est-à-dire un siècle, 100 ans après la prise de pouvoir de Mao, nous serons la première puissance du monde. Moi, je n'ai pas lu ça en chinois, je ne comprends pas, mais je l'ai lu en français grâce à la fondation de Raffarin, là, qui lui est très, très proche des milieux chinois, et traduit en français. Donc, il dit ça, nous serons la première puissance du monde. Et donc, je pense que l'Europe a bien compris que, je le disais tout à l'heure, que le 21e siècle, c'est quand même Amérique-Chine. Vous savez, dans l'histoire, le 19e, c'est les Français et les Anglais. Hein. On se dispute, hein. Enfin, on se dispute, oui, on se dispute un peu quand même, notamment pour la partie coloniale. Le 20e siècle, c'est quand même la bataille entre les Américains et les Soviétiques. Hein. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, nous sommes au milieu à nouveau. Hein. Et là, cette fois, c'est un 21e siècle, c'est entre
les Américains et les Asiatiques, en fait, hein, et Mhm. les États-Unis et la Chine précisément. Donc l'Europe est loin, assez loin de tout ça. Enfin, loin Mais quand vous géographiquement. dites ça, l'Europe est une nécessité. On Oui, peut c'est une dire, et nécessité. vous l'avez dit tout à l'heure aussi, l'Europe, ça peut être, puisque c'est votre cas de figure, c'est l'Europe, c'est une volonté. Si on dit l'Europe est une nécessité au niveau mondial, ça veut dire qu'on est des suiveurs. On suit ce qui se passe et on va suivre les autres. On va se défendre parce que les autres vont empiéter ou vont nous empêcher. Si l'Europe, c'est une volonté, à ce moment-là, on n'est pas suiveur, mais on est Oui, prédécesseur. oui. C'est-à-dire qu'on sait effectivement qu'il y a des problèmes, mais on avance de façon à pouvoir ne pas avoir l'obligation de nous défendre ou de réagir ou de contre-réagir à ce qui va nous arriver. Donc Quand on est, justement, est-ce que c'est... quand on fait le total de ce que nous sommes les premiers dans le monde. Mais nous sommes divisés en États. Oui. Donc c'est totalement différent. Nous ne sommes pas les États-Unis et la Chine. Mais quand on fait le total, même sur la recherche et tout ça, pas sur l'armée, hein, on est très, très allant. Hein. Mais il faut s'entendre. Ah, et c'est une des intérêts. Regardez même dans l'affaire de l'accord qui vient d'être passé entre l'Union européenne et la Chine, là, vous voyez bien, il y a un peu de tangage quand même. Hein. Bon, Hum. il y a un peu de tangage. Il faut se mettre d'accord. C'est le problème. Quand vous regardez la carte de géographie, vous voyez bien d'ailleurs que parce que l'Europe, c'est nous qui avons dit que c'est un continent. En fait, c'est nous qui avons décidé que c'est un continent. Non, c'est le bout de l'Eurasie. Mhm. Sur la carte, c'est pas un continent. C'est un gros bloc là qui part de la Chine. Et nous, vous avez vu le bout, comment que c'est là? C'est totalement tordu. Hein. Nous, c'est totalement tordu. Hein. C'est bourré de péninsules, d'îles, de machins, tout ça. C'est Oui, totalement. vous voyez bien ça de Quimper, je présume, c'est ça, Oui, oui, non? ben, je vois ça. Et vous savez, dans une vie antérieure, j'ai été professeur d'histoire dans une école normale à Quimper. Et il m'est arrivé de montrer aux instituteurs 3 cartes du monde. Parce que le monde, c'est une boule. Donc, il faut la mettre à plat. Donc, vous découpez quelque part. Vous avez vu nos cartes à nous. On découpe au milieu du Pacifique. L'Europe est au milieu. Bien Je viens sûr. d'acheter. L'Europe est au milieu. Et la France, encore, c'est mieux. C'est quasiment un don de Dieu, l'Hexagone. Hein. Donc, on est forcément les meilleurs. Quoi. Et par contre, je viens d'acheter d'ailleurs une carte en chinois, de chinois. Ils coupent le globe différemment. Ils sont au milieu. C'est eux qui sont Hum. au milieu. J'ai aussi une autre carte des Américains. Ils coupent au milieu du continent, enfin de la Chine, là, et ils sont au milieu. Et donc, quand vous regardez les cartes, vous comprenez là, un peu la géopolitique qui se profile. Quoi. Et nous, ben, en plus, on s'est bataillé comme c'est pas permis. Et j'en profite pour vous dire qu'il y a une chose que j'aurais dû le dire tout à l'heure, dont on parle peu, que je trouve très importante pour l'Union européenne, compte tenu de ces 2000 ans d'histoire, j'allais dire, de l'Europe. On ne touche plus aux frontières. On ne touche plus aux frontières. Toutes nos guerres ont eu des revendications territoriales. Toutes nos guerres. On refait pas l'histoire de nos frontières. Mais vous avez même vu dans le Brexit comment la frontière irlandaise a pris un poids énorme. Mhm. Ah oui. Et si demain l'Écosse était indépendante, vous voyez ce qu'il y aurait. Il y aurait une nouvelle frontière là, entre les Écossais et les Anglais. Donc on touche plus aux frontières. Et d'ailleurs, quand la Croatie a voulu adhérer, elle avait un petit contentieux d'accès à la mer avec la Slovénie. Donc l'Union européenne l'a obligée à régler ce contentieux avant de pouvoir adhérer. Et quand les Tchèques et les Slovaques se sont séparés, ils se sont séparés avant de rentrer. Parce que s'ils étaient rentrés en Tchécoslovaquie ensemble, je crois ils seraient restés ensemble. La seule façon où mais ça c'était prévu déjà dans le traité de Rome, hein, il n'y a pas eu de traité d'adhésion de la République démocratique allemande, de l'Allemagne il n'y a pas eu de traité d'adhésion, parce que c'était prévu dans le traité. J'avais un machin, hein, je ne peux pas vous dire quoi, là, une formule comme quoi si les Allemands de l'Est et de l'Ouest se réunissaient, il n'y aurait pas eu besoin de traité. Donc on a fait sauter une frontière entre la RDA et la RFA. Et quand l'Allemagne se réunifie en 1990, 89-90,
Mitterrand, d'ailleurs, on lui a beaucoup reproché ça, je trouve un peu injustement. Bon, c'était un choc quand même, hein, l'unification allemande, mais il voulait préserver la frontière Oder-Neisse entre l'Allemagne et la Pologne. On ne touche pas à ça. Et quand j'étais au Parlement, j'ai quand même entendu des Allemands revendiquer il y avait des associations d'Allemands qui ont été chassés après la guerre et j'ai entendu des députés, enfin au moins un en tout cas, relayer ça en disant qu'ils avaient des droits de récupérer leurs terres, quoi. Alors, dis non, c'est fini, hein, frontière terminée, quoi. Et nous, on a une partie des Catalans, par exemple, on ne va pas les rendre quand même, hein. On a une partie des Basques, on ne va pas les rendre, hein. Donc je crois qu'on ne touche plus à ça. Est-ce qu'on peut poser une question? Bonsoir. Oui, bonsoir. En principe, on a demandé, vous pouvez le faire, mais compte tenu qu'il y a 50 personnes autour, on ne peut pas donner la parole à tout le monde, sinon c'est la foire d'empoigne. C'est écrit qu'en principe, vous passez les questions sur le chat. Mais allez-y, allez-y. Je vous remercie, Olivier. Olivier, donc 43 ans, donc moi je suis en master 2 environnement et droit à l'université de Rennes 1 dans le cadre d'une reconversion. L'environnement pour moi c'est important et ça me paraît être une des valeurs fondamentales de l'Europe. Moi je voudrais revenir sur l'accord en fait dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors ça me paraît fondamental d'être en accord, mais j'observe, je ne suis pas contre l'Europe, hein, bien au contraire, mais j'observe en fait toujours quelque chose qui est relativement descendant. Si je prends un exemple concret, moi je suis adopté par les Bretons et ma famille depuis des générations. Je trouve que l'histoire de Bretagne et la politique de Bretagne est merveilleuse et que les Bretons sont merveilleux et ils sont français, bien entendu, parmi d'autres qui sont aussi merveilleux. Mais je tenais à dire que, par exemple, je suis pêcheur et se voir imposer, en fait, par exemple, de protéger des espèces qui prolifèrent en rance, je pense à des petites sols en fait qui sont en train de noyer la faune et la flore, me paraît une décision du haut vers le bas qui n'a aucune cohérence et donc je m'interroge sur l'administration de certaines choses. Je ne la critique pas, mais je voudrais m'interroger et vous interroger sur comment on peut arriver demain à faire une meilleure cohérence. Parce que si on veut être d'accord, il faut choisir. Et si on veut choisir, il y a bien en fait un aller-retour entre la descente et la remontée finalement des décisions qui sont prises au niveau juridique, mais aussi au niveau politique. Tout est discussion en Europe à chaque fois. Vous êtes pêcheur, vous parlez de la pêche. Quand il y a des quotas, c'est une discussion sans fin. Il faut se mettre d'accord. Les intérêts sont pas les mêmes à chaque fois. La mer du Nord, la Méditerranée, etc. Donc toutes les discussions. Et ils arrivent à se mettre d'accord sur un. Quand il faut fixer les quotas, ils arrivent à se mettre d'accord sur un. C'est une conclusion. Moi, j'ai vécu un peu mais de loin quand même, les discussions pour la pêche de fin d'année. Pour la France, je ne sais pas si c'est comme ça toujours, le ministre de la Pêche, agriculture pêche parfois, il va passer X temps avant Noël. C'était comme ça. Il passe une nuit, 2 nuits, etc. Alors, il dispute, les langoustines, hein, tout y passe, quoi. Et les professionnels de la pêche sont dans un hôtel. Toujours le même, je savais le nom avant. Ils sont en hôtel, ils sont au téléphone. Et le ministre, ou pas le ministre forcément, mais son cabinet est en contact permanent. Et les autres font pareil. C'est-à-dire les professionnels de la pêche, et ils montent à Bruxelles quand il faut discuter des quotas. Donc, alors, je ne sais pas ce qu'ils se racontent, et en finale, vous avez, parce qu'il y a le pêcheur, les intérêts de l'État, les scientifiques qui donnent leur avis, et tout ça se termine par tant de macros, tant de ceci, tant de cela, etc. C'est comme ça que ça se passe. Alors, ça paraît marchand de tapis, c'est un peu marchand de tapis, hein, mais que voulez-vous, il trouve compromis, parce que le poisson, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, il circule, quoi. Lui, la frontière, il s'en fout. Hein. Donc, oui, Monsieur Poignance, si vous m'autorisez, il est dommage que notre ami n'ait pas écouté, il y a de ça un mois à peu près, M. Pierre Karleskind, qui était là exactement à votre place et qui, à ce moment-là, et sur lequel on a discuté très précisément de la politique de la pêche et des problématiques liées au Brexit. Alors, si vous voulez bien, on va reprendre. Et s'il y a replay, j'irai voir, il n'y a pas de souci. Je vous remercie pour la réponse et je me tais. Merci. Donc, vous avez parlé tout à l'heure on a parlé de la France et de l'Allemagne. Moi, j'aimerais bien, en tant que député européen, vous demander comment les autres pays voient ce qu'on appelle le fameux couple franco-allemand. Parce que quand on dit couple franco-allemand, nous, on a tendance un peu à faire cocorico, puisqu'on est au-dessus des autres et on va montrer aux autres comment est-ce qu'il faut qu'ils fonctionnent. Comment est-ce que c'est perçu de l'autre côté, ce fameux couple franco-allemand? Alors, il a fallu ce couple-là, d'abord,
au tout début, nous étions 6 au tout début. Oui. Dans les 6, il y avait 2 vaincus, l'Allemagne et l'Italie. Un vainqueur, enfin, avec ses alliés, la France. Et les 3 petits, si je puis dire, les Belges, etc. Et dans cette période-là, l'Allemagne, en fait, la France était puissante dans cette période-là. L'Allemagne était trop proche de la guerre. Trop proche de la guerre. Donc, pour elle, pour la France, après la catastrophe de la guerre 39-45, l'Europe était une résurrection, et pour l'Allemagne, c'était une rédemption. Donc la France, y compris par sa langue en plus, était ses fonctionnaires européens. Et ça a duré ça un certain temps, si je puis dire, y compris quand les Grecs et les Espagnols et tout ça, quand l'Europe du Sud est arrivée. C'est un peu différent quand les Anglais arrivent. Les Anglais avaient une vision de l'Europe différente. Hein. Plus l'Europe était étendue, la Turquie, tout ce que vous voulez, mieux ça leur convenait, quoi. Puis c'est un poids économique qui était quand même différent de l'Italie, Espagne, etc. Donc il a fallu modérer le couple franco-allemand. Donc, il existe toujours, il est moteur, mais il doit faire attention à ne pas se transformer en directoire des autres. Et ça Voilà. dépend des... Le couple, oui. Directoire, non. Et alors, quand on dit le couple franco-allemand, généralement, l'Allemagne, elle entraîne l'Autriche. Hein, c'est classique. Et la France, elle entraîne la Belgique. Déjà, vous avez ça, quoi, hein, pas les Pays-Bas, hein, ou le Luxembourg. Vous avez, en fait, voilà, les Pays-Bas, ils sont anglo-saxons, comme les Danois, etc. Et donc, il faut modérer la puissance du couple, et même ces derniers temps, la puissance de l'Allemagne elle-même, quoi. L'Allemagne, parce qu'il y a eu une période où, y compris dans les institutions, l'Allemagne était presque trop présente, trop puissante, quoi. Et là, vous voyez, par exemple, dans l'affaire de la crise que l'on vit, là, il a quand même fallu l'accord entre Macron et Merkel, plus la Banque centrale, pour déboucher sur une dette commune, quoi. Sans ça, ça ne marchait pas, quoi. Donc, c'est un couple qui doit avoir une capacité d'entraînement, mais pas de direction permanente, quoi, je pense. Et donc, ça dépend beaucoup. Il y a beaucoup de... Moi, je crois beaucoup à la partie humaine aussi. Il y a les intérêts d'État. Ça, les intérêts d'État, vous savez ce que c'est, hein, ça ne disparaît pas. Mais vous avez dans les intérêts d'État cette part humaine qui peut être utile et pas montrer d'arrogance, quoi. Pas montrer d'arrogance. Et vous voyez, même les pays dits de l'Est, quand ils sont arrivés, on a pu croire, nous, que finalement, on aurait pu être un modèle, etc. Ben, pas tant que ça. Moi, je l'ai vécu pour les services publics, par exemple. On est très attaché à nos services publics. Et dans le groupe socialiste, par exemple, où certains sont venus, surtout les anciens communistes, hein, en fait, ils ne partageaient pas du tout notre vision des choses. Pour eux, les services publics, c'était le parti qui dirigeait, les apparatchiks et le marché noir, hein, le trafic. Et donc, ils n'avaient pas une vision comme nous du service public au service de l'État, hein. Donc, ces différences-là, elles sont là, toujours présentes. Alors, on a dit tout à l'heure, enfin vous avez dit tout à l'heure que l'Europe était une nécessité. On pourrait revenir un peu vers la France, où on a tendance toujours à dire on n'est pas... Moi, j'ai vu dans le monde des affaires, on a tendance à être très arrogant quand on est à l'extérieur des frontières, notamment dans les petits pays. Dans les grands pays, bon, aux États-Unis, c'est moins ça, mais quand on est dans les petits pays, Europe centrale ou ailleurs, ou un peu plus loin, on est assez arrogant. Quel est, à votre avis, vous en tant qu'homme politique, comment vous voyez le poids de la France dans l'environnement mondial? Est-ce que la France, aujourd'hui, a suffisamment de poids, ou est-ce qu'au contraire, il faut dire, bon, ben, c'est fini, on a vécu ça, mais maintenant, il faut qu'on rentre dans une nouvelle ère, et cette ère, soit on la fait avec d'autres, c'est l'Union européenne, soit on deviendra un petit pays à l'aune de la Belgique ou du Luxembourg à l'intérieur de l'Union européenne, mais au niveau mondial.
pense que enfin, pour moi aujourd'hui, la France sans l'Europe, ça ne marchera pas. La France sans l'Europe, elle deviendra ce que vous décrivez. Il n'y a que le couple, qui n'est pas alors franco-allemand, le couple France-Europe, qui peut garder à la France un poids important dans le monde, un poids pas seulement économique, un poids aussi scientifique, un poids culturel, etc. Mais il faut qu'elle soit dans cet ensemble. C'est plus la France, vous savez, c'est plus la France des colonies, hein, c'est terminé, il n'y a plus d'empire. Hein. Je pense, souvenez-vous d'ailleurs, même De Gaulle l'a dit d'ailleurs. Guy Mollet et Adenauer en 1956 et De Gaulle en 1962. Pourquoi je dis ça? Parce que en 1956, les Français et les Anglais font une guerre à l'Égypte, qui a nationalisé le canal de Suez. Ils font une guerre à Nasser avec les Israéliens. C'est en octobre 1956. Et les Américains et les Russes leur disent bon, c'est fini, les chefs, c'est nous. Et on rentre piteusement en France. Et à ce moment-là, l'histoire dit en tout cas que Guy Mollet et Adenauer disent bon, maintenant c'est l'Europe qu'il faut faire. Et il y a un coup d'accélérateur qui débouche sur le marché commun de 1957. De Gaulle dit en 1962, alors il a sa conception de l'Europe, mais ce n'est pas un anti-européen, le général de Gaulle. Il a sa conception de l'Europe. Là, la commission, ce n'était pas trop son truc, mais il n'était pas anti-européen comme on pourrait aujourd'hui le décrire. Et il dit, l'Algérie est indépendante, l'Empire, l'AOF, l'AEF disparaît et se répartit en plusieurs États. Maintenant, c'est l'Europe. Et en fait, j'ai toujours pensé que le 56 et 62, deux gouvernements très différents, hein, ont donné à leur façon aussi un coup d'accélérateur à la nécessité européenne, quoi. La France toute seule. Alors par contre, ce que je crois beaucoup, c'est la part historique de la France, la part culturelle, son mode, etc. Enfin, son histoire. Après tout, la France, on peut dire qu'elle est un peu en compétition avec les Américains, mais encore, je ne crois pas. La France, quelle est son originalité en fait? La France, en 1789, a dit au monde que les hommes et les femmes, elle n'a pas dit les femmes d'ailleurs, les hommes sont égaux en droit et en dignité, pour le monde entier. Les Anglais, le Bill of Rights, la Grande Charte, etc., c'est pour eux. Les conquêtes progressives des libertés, de la démocratie parlementaire, c'est pour eux, c'est pas pour le monde. Les Américains, quand ils font leur guerre d'indépendance, etc., quand ils font leur constitution, il y a des phrases qui ressemblent beaucoup aux nôtres, hein, bien sûr, les hommes sont libres, etc. Mais en fait, parce qu'ils veulent récupérer les droits des Anglais, c'est presque pour eux aussi. Et les Français ont eu cette arrogance, on va dire, ou cette outrecuidance de s'adresser au monde. Alors, ça nous a rendu un peu, oui, peut-être un peu arrogants, mais cette histoire de la France, et puis sa culture, je vous dis, sa littérature, ses arts, etc., fait qu'elle est extrêmement aimée et respectée. Elle étonne toujours par son bouillonnement. Les grèves à répétition, les gilets jaunes, mais c'est français. Vu de l'étranger, ce que l'on m'a dit, ça étonne, mais non, c'est la France, quoi. Elle est comme ça. Il y a pas ça chez les Allemands, voilà. C'est comme ça. Et donc, ce côté un peu, oui, ce côté historique, identitaire, presque original, bouillon. Les révolutions, c'est parti souvent de la France. Donc, ce côté-là, et puis le mode de vie, vous comprenez, le mode de vie. Quel est l'étranger qui n'aime pas Paris, quoi? Enfin, pas en ce moment, un peu, c'est triste, hein, mais et donc ça reste. Par contre, sur le plan économique et dans d'autres domaines, que voulez-vous, on ne sera pas les chefs du monde, hein, c'est sûr, ça, c'est sûr. Et donc il faut s'intégrer dans l'Union européenne. Et c'est en ce sens que je dis. Alors, c'est une nécessité, et en même temps, je vois aussi que quand je regarde la planète, si je puis dire, quand je regarde le monde, c'est quand même le seul endroit au monde où vous avez réuni une capacité de développement économique, des libertés publiques et individuelles,
et une protection sociale. Il n'y a pas d'endroit au monde où il y a tout ça. Vous allez aux États-Unis, vous avez les libertés, vous avez le développement économique, mais en termes de protection sociale, je préfère être français. Hein. Si vous allez en Chine, vous avez du développement économique, ça, Dieu sait s'il y en a. Vous avez moins de protection sociale, mais pas beaucoup de liberté, même pas du tout. Hein. Par exemple, on ne sait même pas où est Jack Ma, par exemple, aujourd'hui. Et on se demande qu'est-ce qu'il est devenu, ce grand monsieur. Oui. Par exemple, c'est étonnant, quoi. Ah, on est coupé, là? Non, 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 vous pouvez continuer. Vous pouvez Mais il y a continuer, quelqu'un, on vous entend toujours. c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle, mais il va arrêter. Et quand il va arrêter, ben, je vais vous retrouver. On va continuer. Alors, Et donc, si vous voulez bien. C'est une nécessité et en même temps, c'est un champ de valeur important. On se rendez compte, il n'y a pas un autre endroit au monde où il y a ça. Et c'est pour ça que moi, c'est pour ça que je ne peux pas isoler la France de l'Europe et en même temps, cette Europe, je la vois avec ça. Vous voyez bien, quand il y a des pays qui s'en écartent un peu, comme les Hongrois, les Polonais, ça nous secoue quand même, hein, ça nous secoue. On leur demande de revenir dans le droit chemin. Hein, voilà. J'aurais une question qui a été posée dans le chat et que je vous poserai tout à l'heure, mais on va descendre, enfin on va descendre, c'est entre guillemets vers nos terres bretonnes et donc le Breslab. Alors il y a des questions qui sont arrivées, mais qui concernent le Breslab et les élections régionales. Si vous voulez bien, nous ici on ne parle que de l'Europe. Donc si vous êtes là, c'est dans le fait que vous êtes animateur du pôle Europe à l'intérieur du Breslab. Donc et vous dites, moi je trouve il y a quelque chose qui est intéressant, vous dites dans l'introduction au pôle Braise Europe, vous écrivez, vous prenez la phrase de John Fitzgerald Kennedy en disant, ne te demande pas seulement ce que tu attends de l'Europe, mais aussi ce que tu peux lui apporter. Alors dites-moi un peu, qu'est-ce que la Bretagne peut apporter à l'Europe? Alors, qu'est-ce qu'elle peut apporter? Elle peut apporter... je ne sais pas répondre à votre question. Je ne sais pas, elle n'apporte pas à l'Europe. Elle est dans l'Europe. Hein. Elle n'apporte pas. On ne va pas demander un apport particulier aux Bretons. Il faut qu'elle s'engage dans les politiques européennes et qu'elle croit à cette histoire, qu'elle croit à sa continuité et qu'elle le monte et qu'elle le marque. Voilà. Mais elle va pas, si elle apporte son lait, c'est cochon, mais enfin, ça ne me suffit pas, ça, si vous voulez. Hein. Oh, il n'y a pas que ça quand même, écoutez. Non, puis elle apporte tout ce qu'elle est. Mais la cybersécurité. Cybersécurité, Voilà. mais bien sûr. Mais il y a quand même 250 régions en Europe, hein, si je les compte toutes. Voilà, donc oui, cybersécurité, peut-être. Elle a des pôles d'excellence sur la mer et tout ça. Mais oui, c'est un peu une formule quand même de dire. Voilà. Un peu une formule, parce que franchement, elle apporte ses poissons, quoi, voilà. Ah oui, mais je suis désolé, j'ai repris ce qui était écrit, moi, j'ai rien fait de plus. Oui. Alors écoutez, on va retourner, et à ce moment-là, qu'est-ce que la Bretagne, elle attend de l'Europe? Qu'est-ce que la Bretagne attend de l'Europe? Il y a des politiques européennes, et la Bretagne doit s'inscrire dans ces politiques européennes, que ce soit la recherche, que ce soit l'agriculture, la pêche, c'est une nécessité. La pêche, c'est une compétence exclusive de l'Europe. L'agriculture est une compétence partagée. Donc, il faut s'y inscrire. La recherche, les fonds structurels, le développement, etc. Donc, elle attend, comme beaucoup d'autres régions, sa part, quoi. Hein. Mais je pense que sur la mer, elle a beaucoup de choses à dire, je pense. Hein. Mais j'isole pas la Bretagne. En plus, j'isole pas la Bretagne de la France. Hein. Je peux pas dans ces affaires-là. Je peux pas. Et si j'ai bien compris, en tant que député européen, vous isolez pas non plus la France du restant des autres pays européens. Non. Vous avez, quand vous êtes député européen, vous avez il y a X sujets qui sont sur la table, qui sont parfois concernent la France entière et pas particulièrement une région. Si vous êtes attaché à l'environnement, si vous êtes, par exemple, moi j'ai dû m'occuper, enfin parmi d'autres, hein, bien sûr, des marées noires. C'est typiquement breton, ça, si je puis dire. La Bretagne, c'est une péninsule. Malheureusement, oui. C'est une péninsule. Donc, et voilà, donc j'ai connu l'Erika, j'ai connu Précise. Donc, quand vous êtes breton, vous vous engagez dans les problèmes la problématique des sécurités maritimes. Voilà. Et tout ce qui est la recherche, l'industrie, voilà, elle attend, comme tous les Européens, ils sont maintenant 450 millions, ils attendent
Alors, on est 450 millions. Mais moins on n'a plus les Britanniques. Ah oui, mais voilà. Bon, mais ça fait quand même, ça fait 300, si c'est pas 450, ça fait 370 à peu près. Non, sans les Britanniques, on doit être 450. Oui, 450. Ouais. On doit être ça, parce qu'avec les Britanniques, on dépassait. Voilà. Enfin bon, on est autour de 450. Bon, c'est beaucoup, hein. C'est plus que les Américains. De toute façon, on est. Exactement, on est plus que les Américains, tout à fait. Alors justement, vous dites les Américains, ça tombe très bien, puisque je pense que grosso modo, on arrivera à peu près à la conclusion. Ben, les évolutions récentes aux États-Unis qu'on est en train de vivre, je veux dire, au jour le jour, on voit ce qui s'y passe, etc. Eh bien, qu'est-ce que ça vous inspire pour l'Europe? D'abord, je ne veux pas qu'on retrouve ça en Europe. Si vous voulez, c'est quand même extraordinaire ce que l'on a vécu en 4 ans. Et encore plus extraordinaire, comment ça se termine. J'espère que ce qui se passe aux États-Unis va nous servir d'une belle leçon pour que notre système démocratique garde la confiance des peuples et que l'on tire des leçons sur ce que signifie un président ou un chef d'État agressif, mensonger, insultant, et que le nouveau président, au lieu de dire l'Union européenne est notre ennemi, ce qu'a dit Trump, il pourra dire l'Union européenne est notre allié. Alors, est-ce que pour les États-Unis, on est des vrais alliés? Je pense que les États-Unis ou les Américains, les habitants des États-Unis, moi je les ai connus dans le domaine économique, ils sont vos amis, mais à condition que leurs intérêts soient bien compris. Oui, bien sûr. Mais pour eux, d'abord pour les Américains, je crois que dans leur histoire, le champ de bataille, si je peux dire comme ça, n'est plus l'Europe. Le champ de bataille, il est ailleurs. Il est dans une espèce de grand croissant qui part, on va dire, du Moyen-Orient jusqu'au Pakistan, Afghanistan, là-bas. Le champ de bataille, il est là-bas. Alors que après la guerre 39-45 et pendant un petit demi-siècle, le champ de bataille était en Europe, entre l'Union soviétique et eux-mêmes les États-Unis. Il est ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'ils nous demandent d'assurer beaucoup plus notre défense. Après tout, ils disent, nous, nos soucis sont là-bas. Mais sur le plan économique, je pense qu'ils resteront j'espère qu'ils ne seront pas des adversaires, mais des partenaires, mais exigeants. Les intérêts, c'est les intérêts. La taxe sur les GAFA, ils n'aiment pas. Et nous, on n'aime pas la taxe sur le vin. Donc, les négociations ne cesseront pas. Mais moi, je ne connais pas l'équipe j'ai vu les noms, l'équipe de Joe Biden, les noms qui nous ont été donnés petit à petit. Ça a l'air d'être une bonne équipe, très formée par la présidence Obama. Et puis le secrétaire d'État, l'équivalent de Jean-Yves Le Drian, c'est quand même quelqu'un qui aime beaucoup la France et qui est très francophone, très francophile. Blinken, quelque chose comme ça, mais que Jean-Yves Le Drian connaît en plus, parce qu'il a connu avant l'élection de Hollande. Voilà. Et donc, mais ça ne changera pas les intérêts. Les intérêts, c'est les problèmes d'Airbus, de Boeing. Non, mais ça ne me paraît pas choquant. C'est les intérêts et la France. La France, elle sera dans ces discussions. Il y a un chiffre ce matin qui est donné dans Ouest France, d'ailleurs, que moi j'ai retenu. Pour ceux qui disent il n'y aura plus de mondialisation et tout ça, j'ai vu que 45 000 dans le monde, il y a 45 000 filiales françaises, 45 000, présents dans 190 pays et réalisant un chiffre d'affaires d'1,298 milliard d'euros. Et donc ça, c'est pas fini. Et c'est pas fini. Et ça veut dire qu'on a une présence française quand même. Si je donne ces chiffres-là qui sont liés à l'économie, ils ne sont pas liés au monde culturel, très importante. Très importante. C'est-à-dire qu'on compte, on compte. Et si on passait de niveau français au niveau européen, et là, si vous voulez, on est effectivement, comme vous l'avez dit, on est de loin la première puissance mondiale. Oui, mais on est en 27 États. On est 27. Oui. Et quand il faut se mettre d'accord à 27, c'est pas pareil.
Écoutez, je ne sais pas si c'est nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, ou dans 2 siècles, dans 3 siècles, mais très certainement les choses évolueront à un moment ou à un autre. On verra bien. Il faut juste faire. Moi, je me souviens avoir entendu François Mitterrand, maintenant bien longtemps, dire concernant l'Europe, il faut faire très attention. Tout traité est réversible. Tout traité est réversible. Les peuples peuvent bousculer les traités. C'est des textes de droit international, mais ce n'est pas des textes qui sont intouchables. On peut les bouleverser. Et donc, il faut faire très attention. Il faut tenir l'Europe comme la prunelle de nos yeux. Et au-delà des difficultés, même ce que la Bretagne va donner, ce qu'elle va recevoir, etc., garder cette unité. Tout à fait. Dans la tension, dans le conflit, garder cette unité. C'est pour ça que le départ du Brexit, c'est pas... bon, on fera sans eux, hein, mais c'est pas une bonne nouvelle. Et si les Grexit avaient été réalisés, le départ de la Grèce de l'euro, ça aurait été une très mauvaise nouvelle. Il faut rester ensemble. Tout à fait. Voilà. Maintenant, on peut peut-être, soyons on peut peut-être supposer ou espérer ou attendre qu'un jour nos amis britanniques retoquent à la porte de l'Union européenne en disant on veut de nouveau rentrer. Ah ben, vous savez bien qu'ils ont pas voulu venir en 1957, là, ils ont quitté. Et c'est des pragmatiques quand même, les Britanniques. Très. Et donc, ils ont fondé un truc à côté, la AELE, là, pas trop marché. Ils ont vu que l'autre marchait, bon, ils ont tapé à la porte. De Gaulle les a fait languir. Et ils ont d'ailleurs fait un référendum en 75, parce qu'à l'époque, c'est les travaillistes qui ne voulaient pas rentrer dans l'Europe. Et ils ont gagné l'élection et ils avaient promis qu'ils feraient un référendum. Ils ont changé 3 bricoles dans les traités et le référendum a été positif. Et là, maintenant, ils s'en vont. Ils s'en vont. Si bien que, comme le dit Jean-Yves Le Drian, pour l'Irlande, nous sommes le pays le plus proche de l'Union européenne. Pour l'Irlande, c'est vrai. Ben écoutez, moi je vais laisser la parole à Jeanne-Françoise Hutin. Je vais m'éclipser, mais je vais continuer à vous écouter. Merci en tout cas d'avoir bien voulu répondre à nos sollicitations. Il reste encore tout un tas de points d'interrogation. On les lèvera au fur et à mesure qu'on avancera dans le temps. Et je pense mais je crois, et ça je voudrais finir par ça, je vous l'avais dit, moi, la première fois que je vous ai écouté, Monsieur Poignant, vous étiez effectivement député européen et vous êtes venu ici à Rennes et vous étiez en train de vous présentiez avec un député polonais du PPE, oui, donc pas du même bord que vous. Mais ce qui était extraordinaire pour moi, français, c'était de voir la manière dont vous arriviez à vous entendre et à être d'accord sur un grand nombre de points. Ce qui n'est pas, si on faisait la même chose avec un membre, un député de gauche et un député de droite en France, je ne sais pas à quel endroit on pourrait arriver à recoller les morceaux. Mais je trouve que c'est ce qui m'avait frappé. Oui, mais parce qu'il faut, quand vous êtes au Parlement européen, vous êtes d'abord, je ne vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut tout de suite comprendre l'autre. Je prolonge le polonais. Un jour, les Polonais ont acheté des F-16 américains. Oui. Très bien, c'est très bien. Et discutant avec moi je suis pas bon en anglais, le polonais était pas meilleur, il buvait un cognac quand même, parce que j'ai trouvé qu'il buvait un peu beaucoup. Je lui parle de ça, quoi. Et il me dit, mais tu sais, comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance à vous? Parce qu'en 1939, quand on a été divisé, une moitié pour Staline, une moitié pour Hitler. Ah, vous avez déclaré la guerre en 1939, mais vous ne l'avez pas faite. Vous n'êtes pas venu. Donc, on ne peut pas avoir confiance. Et donc, j'ai accompagné Emmanuel Macron, il m'avait invité en Pologne début février de l'année dernière, dans le voyage. Et il y a eu c'est un lundi soir, il y avait un dîner avec des mondes culturels un peu. Eh ben, j'ai constaté, et d'ailleurs Emmanuel Macron leur a parlé avec grande franchise et beaucoup d'autorité, ils ont peur des Russes tout le temps. Ils ont peur des Russes. Toujours, ils parlent que de ça. Et ils ont moins peur des Allemands à cause justement de la garantie par l'Europe, mais maintenant c'est fini, de la frontière Oder-Neisse. C'est l'Europe qui a garanti par les autorités de 1900 et quelques, on ne touche pas à cette frontière. Alors qu'ils sont pas, même les Baltes ne sont pas tranquilles.
N'oubliez pas que... Et donc, comment voulez-vous, quand vous comprenez ça, quand vous faites l'effort de comprendre ça, eh bien, vous avez une discussion un peu différente. Vous pouvez pas être arrogant, par exemple. Vous pouvez pas être arrogant. Vous êtes obligé d'être compréhensif. Et ça ferait du bien en France. C'est pour ça que, de mon côté, je dis, même dans les affaires, mais quand notamment vis-à-vis des études autres, on ne peut pas comprendre un pays aujourd'hui si on ne connaît pas un peu de son histoire. Et je ne pense pas que c'est l'historien que vous êtes qui va contredire ce que je viens d'annoncer. Il faut connaître l'histoire pour bien comprendre. Je continue un peu, tant pis si le temps passe là. J'avais fait, Ouest France avait bien voulu publier un texte un peu sur ce thème, parlant de la Pologne, de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie. Et je dis un mot sur la Hongrie et la Tchécoslovaquie. En fait, on les a lâchés. Bien sûr. En 56, on n'a pas bougé. Quand les chars soviétiques sont arrivés, les Tchèques, en 38, on les a lâchés à Munich. En 48, on a laissé les communistes prendre le pouvoir. Et en 68, les chars sont arrivés, on n'a rien fait. Donc, il ne faut pas oublier, parce que mon idée était de dire, on n'est pas obligé d'adhérer aux gouvernants, mais il faut comprendre les peuples. Il faut comprendre les blessures et les histoires des peuples. Nous en avons aussi, nous, des blessures et des histoires difficiles, bien sûr, que ce soit la dernière guerre, les colonies, l'esclavage, etc. On a des... Mais d'abord, moi, je déteste le repentir, mais j'aime bien la vérité. Voilà, il faut qu'on nous parle en vérité et non pas en repentance, loin de là. Et bien, les Hongrois, vous savez que quand ils sont entrés en 2004, mais avant, il y avait des députés hongrois observateurs. Et donc, il y avait de tous les courants politiques et quelques socialistes. La première fois que ma délégation socialiste s'est réunie avec les Hongrois, encore en observateur, ils nous ont parlé du traité de Trianon de 1920. Bien sûr. Donc, c'est vous, Clémenceau, il en prend plein la figure dans ces cas-là, c'est vous qui nous avez privés d'un tiers de notre territoire et d'un tiers de notre population. Et j'ai vu d'ailleurs qu'en 1920, donc l'année dernière, Orban a fait un grand discours pour les 100 ans du traité de Trianon. Donc, alors, on va pas refaire les traités d'avant, les situations, mais ce que je veux dire, c'est très important. Les autres, c'est très important. Et l'Europe, c'est une histoire longue, difficile, mais il faut tenir. Bien compris. Vous avez dit il faut se parler en vérité. Jeanne-Françoise, est-ce que vous pouvez, pour la conclusion, parler en vérité? Voilà. Oh, je crois. Je ne sais pas si je peux parler en vérité, mais en tout cas, après tout ce que vient de dire Bernard, mais c'est vrai qu'il y a la question de la mémoire qui nous habite tous. Et cette mémoire, elle est inscrite en nous. Et je me souviens de la visite à la Maison de l'Europe de l'ambassadeur de Hongrie qui est venu nous trouver en disant « Vous ne comprenez pas, vous ne savez pas qui nous sommes. Oui. » Parce que pendant 40 ans, on a été enfermés, on est sortis de cet enfermement pensant qu'on allait retrouver l'Europe qu'on aimait. Et c'est une autre Europe qu'on a trouvée qui avait balancé, alors il a fait le geste, le Vatican II a renversé l'Église, l'histoire du divorcement, l'histoire de 68 qui avait abaissé l'université. On a trouvé un autre monde. Alors il y a cette histoire qui, je dirais, plus récente que celle de Trianon et tout ça, mais on est constitué de cette mémoire. Et c'est pour ça, et tous les peuples d'Europe n'ont pas toujours, comme vous dites, attaché l'attention à l'autre. C'était ma priorité, je suis le meilleur. Les Français, on est quand même les meilleurs, quand même, vous savez bien. Oui, donc on est toujours les meilleurs. Et sans tenir compte de cette sensibilité, ce que j'ai beaucoup apprécié quand vous avez dit que il y a les petits peuples, mais il y a des petits pays, mais il n'y a pas de petits peuples. Et en fait, chacun porte, c'est un trésor. La mémoire est un trésor. Et cet appel à vivre ensemble, à regarder l'autre d'abord, pour moi, ça me paraît absolument primordial dans le monde d'aujourd'hui, parce que nous avons des défis à relever, vous les avez très bien énumérés. Tous ces défis, aucun d'entre nous ne peut les résoudre tout seul. Il faut se mettre ensemble. Mais se mettre ensemble, et ça, j'ai beaucoup aimé tout ce que vous avez dit sur, d'abord, on regarde l'autre. L'autre, il a quelque chose à nous apprendre. C'est du Lévinas, c'est un lituanien, je crois. C'est un Lévinas qui parle du regard sur l'autre. Regarder l'autre, et avec l'autre, on va pouvoir bâtir quelque chose. Mais ce n'est pas en regardant simplement notre propre image. Et là, je crois qu'on a
vraiment un gros effort à faire, nous les Français, mais peut-être aussi tous les peuples européens, pour essayer de sortir du monde vu par nous-mêmes. Et en ce moment, je rattache cette soirée à un travail qu'on va essayer de faire avec l'Institut Delors, qui vient de sortir un document qui s'appelle « Enseigner l'Europe aux Français ». Et en fait, Thierry Chopin montre que nous ne savons pas dire à la génération qui monte ce qu'est l'Europe, ce que vous en avez dit, ce qu'on essaie de dire les uns et les autres, que c'est cette volonté d'aller de l'avant pour être à la mesure du monde, avec les conflits, les déplacements de pouvoir, etc. Donc je crois que ce que vous avez dit était vraiment passionnant à suivre, mais ça rejoint tellement ce qu'on ressent en profondeur que vraiment je voudrais vous en remercier. Et j'espère qu'on continuera d'échanger avec vous. Et merci au Breslab. C'est vrai que l'histoire du Breslab, d'essayer de partir de choses simples que les gens peuvent comprendre, connaître les hymnes de tous les pays, connaître les drapeaux, aller se voir par les jumelages, échanger. La vie toute simple va peut-être aussi, peut aussi peut-être nous rapprocher les uns des autres, parce que je n'oublierai jamais une première fois quand j'ai commencé à m'occuper d'Europe, là, en début des années 90, j'étais allée tout près de Rennes, dans une commune, et pour leur dire que l'Europe, c'était formidable, qu'on allait pouvoir vivre ensemble. Et il y a un jeune qui s'est levé en disant, eh ben oui, je suis allé en Italie, et bien j'ai vu que les jeunes Italiens, ils étaient comme moi, ils aimaient la musique. Pour ça, j'ai trouvé que c'était formidable. Il avait été voir des jeunes, mais c'était vieux, 90, hein, c'est très vieux, il y a 30 ans, mais ils sont comme moi parce qu'ils aiment la musique. Donc en fait, il faut se connaître, et à travers les symboles, à travers les chants et à travers l'histoire. Je crois beaucoup que vous avez raison de rentrer par l'histoire, ça aide à comprendre beaucoup. Bernard Poignon, merci de tout cœur pour cette soirée, et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver. Ben oui, parce que c'est fait drôle quand même de parler comme ça. Hein. On parle à des gens qu'on ne voit pas. Bah oui, parce Mais que oui, mais nous on vous voit, donc vous savez, donc c'est très bien. Non, simplement une petite annonce. Donc la prochaine webconférence qui va être organisée, non, enfin en lien avec la Maison de l'Europe, mais qui va être organisée par les étudiants de la faculté de droit sur le Brexit, avec la présence de Pierre Karleskind. Ça se passera le 2 février à 17h. Donc il faut, si vous voulez, les annonces seront faites. Nous le ferons comme d'habitude, les annonces sur notre site. On les enverra. Et donc si vous êtes intéressé, vous verrez. Et là, vous ne verrez pas ni Jeanne-Françoise ni moi, mais vous verrez donc des étudiants qui ont invité des personnalités, dont notamment le directeur de la Chambre franco-britannique à Paris, qui viendra également s'exprimer. Donc c'est une autre thématique, mais qui sera, je pense, également intéressante. Monsieur Poignant, merci à vous. Merci à vous et bonne soirée. Merci, excellente soirée. Portez-vous bien. Tous mes voeux à vous, et continuez. Voilà. Merci beaucoup. Kenavo. Kenavo. Bonne soirée.